Ok, donc premier cours sur le deep learning. Donc on va voir une petite introduction de ce que c'est. Donc voilà, ça c'est une liste de tous les sujets qu'on va évoquer euh, pendant les 13 prochains cours. Donc où est-ce qu'on voit le deep learning? Partout, dans les search queries, dans les textes, dans le automatic speech recognition qu'on appelle le ASR, dans les image classification, dans les face recognition. Ce dont on a besoin pour faire du deep learning, c'est beaucoup de data et du hardware, donc GPU, plus du temps. Ok, donc en fait, le hardware, ça va nous permettre de calculer rapidement, et lot of data, justement, ça va nous permettre de processer toutes ces datas pour arriver justement à un résultat. Donc on va parler de la NLP. C'est quoi la NLP? La NLP, c'est le Natural Language Processing. Ok. Processing strives to build machines that understand and respond to text or voice data and respond with text or speech of their own in much the same way humans do. Ok, donc concrètement, comment, quand tu parles à Siri, comment elle comprend ce que tu dis, c'est la NLP. Ok, on va apprendre plusieurs techniques de la NLP pour comprendre vraiment comment ça marche, qu'est-ce qui se passe derrière. Ok, donc ça c'est une branche de computer science dans l'intelligence artificielle qui permet justement aux ordinateurs d'avoir la capacité de comprendre le texte et les paroles de la même manière qu'un être humain. Ok, donc pour ça on utilise plusieurs computational linguistics. On va parler un petit peu de statistiques, de machine learning, de deep learning model. Et ensemble, toutes ces technologies, en fait, elles permettent aux ordinateurs de process le langage humain. Ok, dans notre cours, il s'appelle Lemida Amuka, Deep Learning, Veibut Safot Tiviot. Et l'interprétation des langages naturels. C'est quoi le langage naturel? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est le langage qu'on parle, que les humains parlent, c'est pas un langage de code. Et on va voir qu'il y a pas mal de challenges dans cette histoire. Donc l'NLP, il y a le speech recognition, also called speech to text. Donc c'est la capacité, la tâche de convertir de manière sûre, de manière efficace du texte, une parole en texte. Donc ça c'est speech recognition, mais il y a aussi le part of speech tagging, aussi appelé le grammatical tagging. Donc c'est le process pour déterminer la partie du speech avec des mots particuliers, etc. Donc ça, on va voir aussi comment ça marche. Par exemple, identifier dans telle phrase si c'est un verbe ou un nom. Et on va voir qu'on va comprendre que le fait de pouvoir attribuer à chaque mot une étiquette, ça va permettre en fait de pouvoir computer après certaines choses et permettre de mieux comprendre à l'ordinateur le sens des phrases. Word sense disambiguation, donc ça c'est encore pour traiter tout ce qui est ambigu. Parfois il y a des phrases qui ont plusieurs sens, des mots qui ont plusieurs sens. Donc on va voir que justement on va utiliser le part of speech tagging, ça va nous aider à régler ce problème d'ambiguïté. Named entity recognition, or NEM, identifies words or phrases as useful entities. Name identifies Kentucky as a location or Fred as a man's name. Ok, donc on va savoir grâce à la name entity recognition directement que Kentucky c'est une location et que Fred c'est un nom. Co-reference resolution is the task of identifying if and when two words refer to the same entity. The most common example is determining the person of or object to which a certain pronoun refers. Example, she equals Mary, but it can also involve identifying a metaphor or an idiom in the text. Donc on va voir par exemple an instant in which bear isn't an animal but a large hairy person. Par exemple le mot bear, ça peut être la barbe, mais ça peut être aussi un ours. Parfois il y a plusieurs meanings. Encore une fois, tout ça, ça va permettre on va avoir des tools pour nous permettre de rendre les phrases ambiguës
moins ambigu. Voilà. Et on va voir que malgré le fait que des millions, des milliards de dollars soient investis dans ces intelligences artificielles, on va voir qu'il y a toujours certaines erreurs qui sont commises à ce niveau-là et qu'il y a encore du travail à faire. Sentiment analysis, le step au-dessus, c'est quoi? C'est justement de pouvoir déterminer les émotions, les sarcasmes, la confusion, la suspicion d'un texte, donc un sens plus profond. Et natural language generation is sometimes described as the opposite of speech recognition or speech to text. Donc ça it's the task of putting structured information into human language. Ok, donc ça c'est l'inverse de speech recognition ou speech to text quand on parle et que ça transcrit en texte. Ça c'est décrit comme l'inverse. It's the task of putting structured information into human language. Donc ça veut dire qu'on va mettre une information structurée et la dire avec un langage humain. Donc on va vouloir signifier quelque chose dans le langage humain. Ok, donc ça c'est l'inverse. L'inverse, attention, l'inverse c'est pas passer du texte à la voix, c'est vouloir signifier quelque chose dans le langage humain. Ok. Donc on va voir qu'on a pas mal de tools, on va revenir sur ça après. Donc voilà, tu auras compris que ce cours, il va être uniquement en Python. Donc là les topics, on va parler un peu du Python, du POS tagging, c'est un peu ce qu'on a parlé là, ce que j'ai évoqué, POS, etc. Tout ce qui est créer un new text avec les n-grams, le parsing, etc. On va voir un peu plus en détail ce que ça signifie. Donc d'abord, est-ce que les ordinateurs ils peuvent réfléchir? Donc il y a le Turing test de Alan Turing en 1950 qui met un interrogateur, ok, qui va poser des questions au computer à un player A et un player B. Il sait pas lequel est computer, lequel est human. Et en fait, on dit que le computer réussit le test de Turing si l'interrogateur le player C n'est pas capable de différencier lequel est humain et lequel est computer. Ok, donc par exemple, un exemple bête, si l'interrogateur il demande directement au computer combien font 723 milliards 450 millions 776 fois 450 000, etc. Si l'ordinateur il répond directement, alors l'interrogateur, tu vois, il va savoir que c'est un ordinateur. Donc parfois, ça veut pas dire avoir la bonne réponse, ça veut pas dire être justement intelligent. Là, l'intelligence, ça serait justement que le computer se rende compte que l'humain n'est pas capable de résoudre une telle chose et que justement ils disent mais qu'est-ce que tu veux de moi, tu vois, ça ferait en sorte que le computer passe le Turing test par exemple. Ok, donc maintenant on va comprendre c'est comment l'ordinateur il peut comprendre. On ne sait pas si on n'a pas répondu à la question est-ce que les computers ils peuvent penser, mais avant de penser ils doivent comprendre. Ok, donc là on a un exemple de ce que je te disais tout à l'heure, que par exemple un tweet de Donald Trump qui disait flu season is coming up, il y a la grippe qui arrive, many people every year, sometimes over 100,000 and despite the vaccine die from the flu. Donc là il a dit plusieurs personnes par an, parfois plus de 100 000, et malgré le vaccin meurent de la grippe. Et comment ça a été traduit avec le deep learning en hébreu? Il dit la saison de la grippe arrive, Anashim Midei Shana, les familles Me'al Gil Mea Elef. Et donc là, il a traduit ça, il a dit des gens de plus d'un an et parfois jusqu'à 100 000 ans. Ok, donc il s'est trompé. Là, il parlait de la quantité de personnes et non de l'âge des personnes. Et là, l'algorithme de traduction a mal compris. Il a traduit en âge. Ok, donc ça c'est un exemple d'une inaccuracy. Ok, et ça veut dire que voilà, the translation is quite accurate, but its horrible mistake demonstrates that it has no clue of what the words really mean. Il n'a aucune idée du meaning des phrases, ok, de leur signification. C'est une traduction inadéquate. Ok. On continue. Donc là, on va traiter l'ambiguïté. Là, il y avait une ambiguïté. Donc tout le challenge, ça va être justement de voir, par exemple, natural language is sometimes ambiguous. Quand tu dis I saw Alice with my telescope, j'ai regardé Alice avec mon télescope. Pour l'ordinateur, c'est ambigu. Ça veut dire quoi? Mon télescope, c'est quelqu'un, c'est un outil,
tu vois, mais for computers, things are much worse. Donc là, bien que ça, c'est pas très ambigu, nous on comprend déjà qu'il a vu Alice avec son télescope, il a regardé dans le télescope, tu vois. Bah là, pour les computers, on va avoir d'autres trucs, par exemple, voilà, they ate spaghetti with meatballs. Ok, donc ils ont mangé des spaghettis avec des meatballs. With meatballs, qu'est-ce que c'est? C'est un nom, c'est un truc qu'il y avait dans le plat, tu vois. They ate spaghetti with forks. Qu'est-ce que c'est forks? C'était dans le plat aussi, ou bien c'est un outil qu'on a utilisé, ou bien c'est une entité vivante qui a partagé cette expérience avec nous. On sait pas. They ate spaghetti with pajamas. Quand ils ont mangé des spaghettis avec des pyjamas, les pyjamas ils les ont mangés ou ils étaient en pyjama. Nous on comprend, mais comment l'ordinateur il va capter? Donc ça c'est un des challenges principaux qu'on va essayer de traiter avec le NLP. Voilà, ça va être le disambiguation. Ok, donc ça c'était la première partie de du deep learning. Maintenant, on va faire un petit rappel rapide sur le Python et NumPy. Ok, donc Python open source, etc. On connaît. On va juste vraiment voir les basiques, les conventions. C'est quand c'est underscores for variables and functions, uppercase pour les constantes et class name comme ça pour les classes. Ok, ça on s'en fout. Ok, donc on a print 2.hello entre parenthèses hello world. Quand tu fais ça, ça te print hello world. Quand tu mets a égale 5, du coup la valeur, et que tu demandes a, bah c'est 5. Tout ça, encore une fois, nous on a déjà installé Python, tu ouvres CMD, l'invite de commande. Petit rappel, ok, tu écris Python, et là normalement tu as accès à la commande Python. Si je mets a égale 5, donc là il enregistre que a égale 5, et si je lui demande c'est quoi a, il me dit 5, tu vois. Tout ça c'est accessible depuis la commande. Ok, donc là on fait, si on fait a plus 1,0, bah, a est égal à 6,0, il a été transcrit d'un type entier à un type double. Et si je fais 7 étoile 2, ça va faire puissance 2. Par contre, si je fais a++, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que le plus n'existe pas en Python. L'incrémentation et la décrémentation n'existent pas, ni le plus ni le moins. Par contre, si je fais a plus égale 1, ça va me faire a est égal à a plus 1, du coup a est égal à 6 plus 1, 7.0. Ok, a ça peut être aussi un texte, a égale hello. Sa base on s'en fout, ça c'est les bitwise on s'en fout aussi. Ok, donc on a plusieurs trucs à savoir, à connaître en Python. Petit rappel, on a les listes, les tuples et les dictionnaires. Ok, les listes ça se met avec des parenthèses carrées. Ok, donc là on va créer une liste avec 3 éléments. Le premier élément, enfin l'élément 0, ça va être 4, l'élément 1, 3.0, élément 2, élément 2, ça va être hello. Donc là, si je demande A, il va nous afficher le 3. Si je demande A de 1, bah, il va nous afficher l'élément à la place 1 qui est 3. Si je veux changer l'élément 1 en 7, bah, juste à faire A de 1 égale 7, comme avec les tableaux. Ok, et du coup, quand je redemande A, eh ben, on a modifié l'élément 1 en 7. Si je fais A égale 3, 4, 5, entre parenthèses comme ça, fois 3, ce que ça va faire, ça va pas multiplier tout par 3, ça va nous créer une liste avec 3 fois cette suite, ok. Si je crée ensuite une liste de listes, donc là j'ai M qui est égal à une liste contenant une liste de 3, une liste de 3, une liste de 3, et si je fais M de moins 1, ça va m'imprimer le dernier, ok. Pourquoi? Parce que ça c'est 0, 1, 2, et en fait c'est de ce que j'ai capté, c'était ça c'était aussi moins 1 le dernier, ok. Si tu peux aller en arrière, ça c'est 0, tu peux aller jusqu'à moins 1, tu peux aller jusqu'à moins 2 aussi, moins 2 c'est ça, et tu peux aller jusqu'à moins 3. Par contre si tu mets M de 2, 0, 1, 2, ça va pas marcher. Ok, donc on peut aller de moins 3 jusqu'à 1 ici, donc M de moins 1 c'est celui-là. Ça ces 2 points c'est jusqu'à 2, donc imprime-moi les listes jusqu'à 2, donc là jusqu'à 2 ça va être 0 et 1, t'as compris, ça c'est le 2, on l'imprime pas, donc il nous a bien imprimé 6, 3, 4 et 6, 1, 3, ça c'est pour les listes. Pour les tuples c'est exactement pareil, sauf que maintenant on a des parenthèses circulaires au lieu des parenthèses carrées, et tu peux plus modifier l'histoire. Ok, tout à l'heure on avait fait a de 1 égale 7 pour modifier le premier élément 3.0 en 7, et là on a une erreur, tuple object does not support item assignment. Ok, les tuples ça peut être des zoogots, donc on a a et b est égal 5, 4, si tu demandes c'est quoi b, bah c'est 4. Ok,
Pareil que pour les listes, si tu fais 3, 4, 5 x 3, ça va te créer un tuple avec cette suite de listes. Tu peux créer des tuples avec des différents types. Là, on a un int, on a une liste contenant des ints, et on a aussi dans cette liste, on a aussi un string, etc. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux même créer des tuples dans des tuples. Et si tu demandes A, ça va te réimprimer cette histoire. Et si tu demandes A de 1, 2, 0, ça va te sortir 5.2. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans le tuple, ok. Dans le premier élément, c'est quoi le premier élément ? C'est cette liste, ok. Et dans le cette premier élément, on est rentré dans le deuxième élément de cette liste, c'est cette liste. Et dans le deuxième élément de cette liste, on a demandé le 0, donc le premier élément, c'est ça. Ok. Dictionaries, maintenant on parle de mes sous le salotte, donc de ces, comment on va dire en français, de ces parenthèses un peu chelou. Et du coup on a, en fait ça correspond au hashmap en Java. Par exemple, ça va être notre clé, ça va être notre valeur. Clé, valeur. Clé, bat avec les guillemets, ça va être notre clé, et sat avec les guillemets, ça va être notre valeur. Et du coup, en fait, on va créer un index et on saura que pour la valeur, la clé 7, la valeur qui correspond c'est 5. Et pour ça, on va utiliser la fonction get. Donc, on va faire a.get 6. Comme on a la clé 6, on lui a assigné la valeur 3, et ça va nous renvoyer 3. Si on fait a.get 2-1, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on va chercher la valeur attribuée à la clé 2, mais si on n'a pas de valeur attribuée, alors renvoie par défaut cette valeur, ici en l'occurrence -1. Donc là ça marche bien, on renvoie bien -1 parce que la clé numéro 2 n'est pas rentrée dans le dictionnaire. Par contre, si on fait A de 7, ok, ça marche aussi, on va avoir 5, mais on n'a pas utilisé la fonction get, et du coup c'est plus risqué. Pourquoi ? Parce que par exemple si on fait A de 9, on va avoir une erreur. Pourquoi ? Parce que 9 n'existe pas, alors que si on a A.get 9, on va pas avoir d'erreur, on va juste avoir un résultat soit défaut, soit rien comme résultat. Ok, et du coup A pareil, bat, ça nous renvoyait sat, etc. On peut aussi voir si 6 est dans A, donc il va checker du coup dans les dictionnaires, il va checker les clés. Donc 6 c'est bien une clé dans A, true. Par contre 3 c'est une valeur, c'est pas une clé, du coup il va nous renvoyer false. On a accès à toutes les valeurs avec a.values et à toutes les clés avec a.keys. Donc tu vois, si on fait a.values, il va nous renvoyer le dictionnaire values, ça va être sat35, et si on fait a.keys, il va nous renvoyer les dictionnaires keys qui va être bat 6 et 7. Et est-ce que 3 est dans a.values ? Oui, 3 fait partie des valeurs de A. Ok, donc ça c'était un petit retour sur les principaux principaux types de structures qu'on a en Python. On va voir aussi les conditional statements. If, alors là on se rappelle que c'est indenté, on utilise l'indentation, il n'y a pas de parenthèse. Donc A égale 7, si A est inférieur à 5, donc là, il ne faut pas oublier les 2 points à chaque fois qu'on a une condition. On fait une petite indentation, tab, b égale 10. Donc si A est inférieur à 5, donc ça c'est pas le cas, b égale 10. Ok, sinon, 2 points, b égale 3. Ok, et donc ici aussi on a l'indentation. Ok, on se rappelle de tout ça, et ensuite quand on demande b, b il est égal à 3. Pourquoi ? Parce que effectivement A il n'était pas inférieur à 5 mais supérieur. Ok, b est égal à 10 si A inférieur à 5, else 3. C'est équivalent à ce qu'on vient de faire. On peut aussi créer de manière comme ça, b est égal à A inférieur à 5, point d'interrogation 10, ok, donc qu'est-ce qui va se passer ? Si A est inférieur à 5, alors on envoie 10 si c'est true, sinon false, ok, c'est exactement pareil mais en raccourci. Les loops, pareil, on a for x in my list, on a créé une liste, ok, for x in my list ça va être un for each, on va passer sur tous les éléments de cette liste. Print x, donc là ce code ça sert juste à imprimer les éléments de cette liste un par un, donc 2, 3 hello bye. For i in range 10, donc ça print indentation, tab, print i. Et quand on est en Java, for int i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus, ok. Tous les loops en Python sont en fait des for each. Ok, on a aussi le enumerate, for i objet in enumerate my list, print % des éléments, donc 0 element in list is 2, donc on va créer aussi, là à quoi ça sert. On a fait un for i in range 10 qui va imprimer print i, donc on a 0.
Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire i objet 10 dans enumerate my list. En fait, on va vouloir imprimer 0. Donc à l'emplacement 0, l'élément dans la liste c'est 2. À l'emplacement 1, l'élément dans la liste c'est 3, etc. Ok. A est égal à x fois x fois x et non 1, 10, flemme. Il multiplie à chaque fois par lui-même. 1 puissance x. Ok, 1 puissance 1, 2 puissance 2, 3 puissance 3. Ça c'est le programme pour récupérer les nombres premiers, on s'en fout. Ça c'est les fonctions, on utilise def avec les deux points. Def, à la fin return, on peut return plusieurs trucs, c'est ça qui est cool en Python. Voilà, return c'est un indented block aussi, attention. A2, 3 égale by, ok, on a capté. Paramètres par défaut, def multisize c'est égal à 0, times égale 2. Ça c'est ce qu'on avait vu à default, c'est-à-dire par défaut la valeur time sera égale à 2 et par défaut la valeur say sera égale à hello world dans cette fonction. Ok, si tu prints say fois times, ça va t'imprimer 2 fois hello world. Ok, pourquoi? Parce que hello world c'est la string et tu l'imprimes 2 fois. Print say fois times, tu l'imprimes 2 fois. Notre fonction multisay elle va imprimer, voilà, donc si tu fais multisay et dans la fonction tu changes l'argument times égale 3, bah, ça va te l'imprimer 3 fois. Bon, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir. On a les fonctions lambda comme en Java, ok, f égale lambda x de point x fois x, c'est pratique, c'est plus court. Voilà, on a les classes que tu crées avec classe comme ça. Les exceptions, les tries, etc., les files, tout ça on avait vu, on pourra revenir dessus. On a les numpy, voilà, c'est la fonction, c'est la librairie qu'on va beaucoup utiliser dans ce course. T'as accès à plein de fonctions. T'as les arrays pour les tableaux, t'as les matrices, t'as les shapes. Bon, t'as pas mal de trucs cool qu'on va utiliser pendant ce cours. Ok, donc ça c'était pour les basics en Python. Maintenant on va passer au dernier sujet qui est le NLTK, donc Natural Language Toolkit. C'est quoi? Ça va être justement on va essayer de comprendre comment utiliser ces histoires. Donc NLTK, on va le télécharger, on va l'utiliser et on va se renseigner. Ça va nous permettre de faire plusieurs POULOT. On va pouvoir voir ce que c'est la tokenization, le stemming, le POS et le preprocessing en général. Ok, donc on installe NLTK soit avec pip install, soit avec NLTK download. On va le faire détente. Et du coup, on va pouvoir tokenize. Alors, ok, première étape du tokenize, quand on processe des phrases, l'opération la plus basique, c'est la tokenization. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire, on va vouloir split la phrase en tokens, en différents mots. Maintenant, toute la question, c'est comment on va split tout ça. Ok, par exemple, can we just split on spaces? The period is not a part of the world. It's. Le mot it's, bah, c'est deux mots en fait, c'est it is. Donc ça, il faut que la fonction de tokenization le reconnaisse. In Mr, ask Mr Cohen for help. Le point de Mr, il fait partie du mot Mr. C'est pas un point qui détermine la fin d'une phrase. Bref, plein de petits trucs comme ça qui font que l'ordinateur, si tu ne lui apprends pas, si il va rien comprendre. Donc ça, c'est des fonctions qu'on va pas coder nous-mêmes, qui ont déjà été codées, qui vont nous faciliter la vie. Et voilà, par exemple, la fin d'une phrase, c'est pas forcément un point non plus. Ça peut être, on peut voilà, split avec des points d'interrogation. Ok, where did Mrs. Levy go? Donc ça, c'est la fin de la première phrase, l'interrogation. I'm looking for her. Ah non, pardon, I'm looking for her, c'est la suite de la phrase, tu vois, c'est pas la fin de la phrase. Du coup, voilà, bref, pas mal de trucs à voir. Donc, comment ça se passe au niveau code de la tokenization dans le LTK? On va créer un texte, ok, ça va être where is sample located, I don't seem to find it, it isn't in my map. Ça va être notre texte. On va essayer d'utiliser le tokenize de la bibliothèque NLTK pour voir comment il nous le tokenize. Donc, on va faire mytext.split, on va le split selon les espaces, ok. Donc ça va nous splitter les mots en fonction des espaces, ok. Donc where is sample located, ok. Et on voit que c'est pas hyper idéal, tu vois qu'on a saint avec le point,
on a located avec le point d'interrogation, on a le don't, on ne sait pas que c'est deux mots, do not, isn't, is it, etc. Tu vois, map avec le point. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est on va utiliser NLTK et on va voir la différence avec le split. Donc on importe la librairie NLTK et on va utiliser la fonction tokenize de NLTK. Donc from NLTK.tokenize, on va import word tokenize et send tokenize. Ok, on va utiliser ces deux trucs de la bibliothèque NLTK.tokenize. Et on va word tokenize le texte. Donc quand on fait word tokenize my text, comment il nous l'a split? Il nous a fait where is saint.paul located, point d'interrogation. Donc tu vois que déjà il a reconnu que sainte, le point il faisait partie de sainte, du mot sainte. Located, il a enlevé le point d'interrogation. Le I do don't, c'est do not. Seem to find it, le point il a séparé. It isn't, le isn't il a séparé en is et not. In my map, point. Ok, et du coup quand tu fais send tokenize avec myText, il va te séparer en phrases. Donc where is sample located, donc ça c'est notre première phrase, virgule, tu vois qu'elle est entre guillemets. I don't seem to find it, virgule. It isn't in my map. Donc là on a trois phrases, il a reconnu les trois phrases. Donc ça c'est la tokenization, on va l'utiliser pas mal. Le stemming, en fait, ça nous permet de, par exemple, parfois on a le mot walking, walk et walks, c'est des mots avec le même shoresh, c'est le même meaning, en vrai. On va, pour permettre à l'ordinateur, pour lui simplifier la vie, on va juste prendre walk. Ok, quel que soit le walk, walks, etc. Et du coup, ça va nous permettre de mieux comprendre, à l'ordinateur de mieux analyser la phrase. Ok, on va voir des exemples. Ça, ce sont les différents algorithmes qui existent. Nous, on va utiliser Porter Stemmer parce que c'est plus c'est mieux pour apprendre, c'est plus simple. Les Lancaster et les Snowball Stemmer, ils se basent aussi sur des données. Ok, Porter Stemmer, ça va être plus un algorithme qui se base pas sur des données. Du coup, le stemming, comment ça va se faire d'un point de vue code? On va importer depuis nltk.stem, on va importer Porter Stemmer, ça va être l'algo qu'on va utiliser. Et from nltk.tokenize, import word tokenize. Donc d'abord, on va tokenize l'histoire, ok. Donc PS est égal à Porter Stemmer, PS ça va être notre source de l'algorithme Porter Stemmer. On va tokenize l'histoire. Alors attends, my text, ça va être notre texte de départ. Many smart students are sitting here. Stemmed sentence, on va créer une liste vide qui va contenir nos mots stemmed, ok. Et for word in word tokenize, on va lui passer my text. Donc pour tous les mots dans myText qu'on aura tokenized, donc ça va être, on va passer sur tous les mots une fois qu'ils ont été tokenized, comme on l'a vu précédemment. 2 points, donc ça va être ce qui va se passer dans le for. Stemmed sentence.append, rajoute-moi dans mon tableau, dans ma liste stemmed sentence, ps.stemWord. Donc ce mot, pour chaque mot dans la liste des mots des tokenized qu'on a eu en obtenant myText, applique-moi le ps.stem sur ce mot. Ok, et du coup, quand on demande c'est quoi stemmed sentence, et ben ça va nous renvoyer many smart students are sit here. Point. Ok, on est passé de many smart students are sitting here à une liste de many smart students are sit here. Qu'est-ce qui s'est passé? Le many, il a transformé le y en i, le smart, il a pas bougé, le students, il a basé le s, are, il a pas bougé, sitting, il a basé le ing, ok, here, il a séparé le point, ok. Et ps.stem, si tu mets un truc qui veut rien dire comme ça te renvoie un truc qui veut rien dire. Ok. Ok, ça c'était pour le stemming. Maintenant on va voir le part of speech tagging, le POS. C'est une catégorie qui est assignée aux mots basée sur leur fonction. Donc ça va nous permettre justement de catégoriser les mots en fonction de leur type. Par exemple, un nom, un boy, John, birthday, un verbe, went, ate, is, un pronom, eat, she, ours, ok. On va rentrer un texte, il va nous dire, tel mot, c'est soit un nom, soit un verbe, soit un pronom.
ok, et du coup ça va nous permettre de catégoriser les mots et ça va être beaucoup plus simple après pour permettre à l'ordinateur de comprendre. Donc, encore une fois, on est toujours dans une démarche de traduction pour que l'ordinateur puisse comprendre le langage humain, ok. Donc par exemple, ok, par exemple, ça va être le code, ça va être le code, attends, je bouge ça. Ok, ça va être la tête du code du POS tagging avec le NLTK. On va faire un myTokenized text égale word tokenize myText et on va utiliser nltk.postTag. Ok, ça va être ça notre fonction. myTokenizedText. Donc ça, d'abord on a tokenized le texte toujours et ensuite on lui a passé dans la librairie NLTK la fonction postTag et du coup ça nous a rendu many. Le mot many c'est un JJ. C'est quoi un JJ? On regarde dans la liste, c'est un adjectif. Smart JJ adjectif. Student NNS. C'est quoi NNS? Un nom pluriel, etc. Du coup ça nous a permis de catégoriser